Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 24 mars 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois Catherine Voyer-Léger, autrice, essayiste et chroniqueuse, entre autres. Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous présentent leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » à propos de l'album « Je ne suis pas ta maman » de Marianne Dubuc. Et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois une enseignante en adaptation scolaire de l'École du Soleil Levant à Sherbrooke, Caroline Tanguay, et 3 élèves de sa classe de 6e année, Véronica Lagoda, Anneli Paquette et Léonard Crevaux. Et Ariane Chalifou de PANQ nous présente des livres qu'on écoute à propos de monstres et de créatures bizarres. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Caroline Tanguay, qui est enseignante en adaptation scolaire dans une classe TSA à l'École du Soleil Levant à Sherbrooke, et 3 de ses élèves, Véronica Lagoda, Anneli Paquette et Léonard Crevaux. Alors, actuellement en studio, on a les 2 filles avec nous, Véronica et Anneli, et Léonard assiste Mathieu en régie. On le salue. Bonjour Léonard. Et bonjour à vous 3. Je suis très contente de vous recevoir ici. Bonjour. Salut. Bonjour Anneli. Bonjour Véronica. Salut. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Là, nous, on enregistre durant la semaine de relâche, puis vous avez fait tout le chemin de chez vous à Sherbrooke jusqu'au studio à Montréal, au studio de Canal M. On vous en remercie énormément. Et est-ce que vous avez trouvé ça long, le chemin de Sherbrooke jusqu'à Montréal? Ben, j'étais bien occupée, donc c'est passé vite. Ça, c'est passé vite, Véronica. Puis toi, Anneli, est-ce que tu as trouvé ça long? Moi, j'ai trouvé ça long parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, les trafics, les bouchons, plus le GPS qui aidait pas trop. Qui n'était pas trop fiable, hein? Surtout dans les petites rues à Montréal. Mais finalement, vous avez fini par arriver, puis on est très, très contents. Alors, Caroline, votre école fait partie du Centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Oui. C'est un point de service pour quelques classes d'adaptation scolaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre réalité scolaire à l'École du Soleil Levant? Donc, c'est une école régulière avec un point de service pour élèves TSA, autistes. Nous avons 4 classes d'élèves. Il y en a qui font de l'intégration, puis d'autres sont vraiment en classe fermée. OK. Moi, dans ma classe, j'ai les plus vieux, donc 5e, 6e année. OK. 3e cycle du primaire. 3e cycle. Mes élèves n'ont pas de retard académique. Donc, la problématique est plus au niveau social. OK. OK. Et donc, c'est une école régulière en milieu urbain, on peut dire ça? Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Depuis combien de temps vous enseignez, Caroline? 25 ans. 25 ans, quand même. 25 ans en TSA. Toujours en adaptation scolaire. Oui, j'ai presque toujours travaillé. J'ai eu un poste en TSA en commençant, donc j'ai toujours enseigné en TSA. Depuis quelques années, avec les plus vieux principalement. OK. Par choix. OK, ça c'est bien. C'est un défi différent, les plus vieux? J'ai fait les petits, j'ai aimé ça aussi. Puis à un moment donné, j'ai choisi de suivre mes élèves et de monter avec eux. OK. Puis quand j'ai eu le 3e cycle, je suis restée au 3e cycle. Souvent, j'ai 4e, 5e, 6e. OK, ouais. Mais de façon générale, là, les plus vieux. Les plus vieux. Puis souvent, ceux qui ont pas beaucoup de retard académique. OK. Puis, et donc, dans votre classe, il y a 6 élèves cette année. Cette année, il y a 6 élèves. Parfois, il y en a plus, étant donné que j'ai souvent des élèves qui font de l'intégration aussi. Ouais. Mais cette année, il y a 6 élèves. Donc, les élèves, on va parler aux élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'elle a de spécial, votre classe, Moi, je trouve que Caroline, elle a fait un bon choix.
ça aide plus quand il y a des personnes comme moi, a de la difficulté en français. Tu apprends à aimer ça, c'est bien, on lit mieux, on peut mieux écrire. Et il y a plein de belles activités, moi je trouve en tout cas. Et ça donne un peu plus du pimenté, c'est différent. C'est pas comme les autres qui prennent à tout prix, qui se consacrent à un livre. Elle les crée et ça permet de faire des choses différentes chaque année. Ah oui, parce qu'elle crée des activités autour des livres. Ça, c'est une chose qui est particulière dans votre classe. Le nombre de livres en littérature jeunesse. Il n'y a pas ça dans toutes les classes. Non. Ça, c'est vrai. Véronica, toi, qu'est-ce que tu trouves qu'elle a de spécial, ta classe? Beaucoup de livres. C'est très le fun. Pourquoi c'est le fun d'avoir beaucoup de livres dans la classe? Qu'est-ce C'est que le ça fun de apporte? lire. C'est le fun de lire. Oui. Ça, c'est bien, ça. Puis on fait beaucoup de travaux qui sont par rapport des livres. OK, il y a toujours un lien dans ce que vous faites dans la classe entre les livres puis ce que vous faites. OK, Ouais. ça, c'est bien. Super. Caroline, on l'a dit, vous enseignez avec la littérature jeunesse. Dans votre classe, moi, j'ai été étonnée d'apprendre ça. Il y a plus de 10 000 livres. Voulez-vous nous expliquer comment vous travaillez? En fait, quand j'ai commencé à enseigner, l'objectif, c'était que mes élèves aiment la lecture. OK. C'est drôle de dire, mais quand moi, j'étais enfant, j'aimais pas ça, la lecture. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et quand je suis allée en enseignement, je me suis dit, moi, je veux que mes élèves aiment la lecture. Pour aimer la lecture, il faut avoir des livres. Oui. Parce qu'un enfant qui n'aime pas la lecture, c'est assurément l'enfant qui n'a pas trouvé le bon livre Pour lui. Ouais. pour lui qui va l'accrocher. Donc, en partant, il faut qu'il y ait des livres. OK. Donc, oui, dans ma classe, il y a des livres et il y a des livres partout. Oui, oui. Mais il y a des livres de tous les genres aussi. OK. Puis comme je suis en adaptation scolaire, ça arrive aussi que j'ai des élèves plus faibles. Donc, ça me prend des livres qui vont les rejoindre eux. Mhm. Des élèves en plus grande difficulté, mais plus vieux. Donc, il faut avoir des sujets Qui les touche. de leur âge, mais à un niveau plus bas, Accessible. plus pour eux. accessible. Donc, il y a de tout comme livre. Mhm. Et à chaque année, en début d'année, j'ai toujours 1 ou 2 élèves qui me disent « Moi, j'aime pas ça lire et tu me feras pas lire. » Oui, un beau défi alors. Alors, ce que je leur dis souvent, c'est « Ah, c'est pas grave, moi, j'aime lire pour 10, donc je vais vous lire, je vais vous faire la lecture. » Et de façon générale, fin septembre, tout le monde lit. Tout le monde lit. Et donc, tout ce que vous faites tourne autour des Tout le livres. temps. Autant le français, la lecture, l'écriture, les mathématiques, les autres matières aussi. J'essaie que toutes mes matières soient interreliées. Mhm. Donc, quand je fais ma planif globale, mes livres s'enchaînent d'un à l'autre. On lit à tous les jours. On lit en lecture feuilleton, en lecture collective, en lecture à deux, tout seul. Mais on lit tous les jours, on écrit tous les jours. Et mes livres s'enchaînent d'un à l'autre. Puis entre mes réseaux littéraires, j'essaie d'avoir un album qui va faire le pont entre les deux. Oui. Puis ce que ça fait, c'est que quand nous, on lit les livres aux enfants, ou quand on en discute ensemble, ce que ça fait, c'est qu'ils ont le goût d'aller les relire après. Ben oui, évidemment, c'est ça. Donc, ils vont aller relire. J'ai des livres que j'avais prévu, mettons un roman en lecture feuilleton que j'avais prévu lire sur une semaine, que finalement on a lu en 2 jours parce que... Parce qu'on était passionnés puis on voulait pas parce arrêter. que tout le monde voulait continuer. Fait que on continue, encore un petit bout, encore un chapitre. Puis finalement, on passe à travers. Je monte tout mon matériel, donc en sciences, en maths, en univers social. On va rechercher avec la littérature, c'est interrelié avec le français. OK. Ce que ça fait, c'est que on sort du contexte français avec les livres, mais on sort des mathématiques aussi en mathématiques parce qu'on les rattache à ce qu'on a vu en français. Oui. On vient faire du sens en raisonner, C'est ça qui est résoudre. important. C'est le sens qu'on donne à ce qui C'est se ça. passe aussi. Caroline, donc, moi, je suis allée dans votre classe il y a quelques semaines. J'ai rencontré vos 6 élèves de cette année. Je propose qu'on leur donne la parole. Vous avez choisi et apporté un livre
ou un ou plus qu'un livre que vous avez apprécié puis dont vous voulez nous parler. Commençons donc avec Anélie, si tu veux bien. De quel livre, toi, tu veux nous parler, Anélie? J'aimerais bien vous parler Arrête de bouder. Arrête de bouder. Ça, c'est écrit par... attends, je vais te lire le nom des auteurs. Sébastien Chebret et Christophe Pernaudet. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un loup qui décide de faire la grève parce qu'il est tanné d'être le méchant. OK. Il décide de faire la grève. Et après ça, il y a plein de personnages de contes classiques. Les contes classiques, les contes traditionnels, oui. Et il décide de se faire une réunion et ils vont demander au loup de redevenir le méchant. Oh oui, c'est les personnages des contes classiques comme les petits cochons, par exemple, Oui. le petit chaperon rouge, qui vont demander au loup de redevenir méchant parce que c'est le loup qu'ils connaissent. Oui, mais c'est pas seulement des personnages qui ont un méchant loup, c'est même d'autres, comme il y a, je sais pas, un exemple, Réponse, Oui, ou La princesse au petit pois. oui. Tous les personnages des contes traditionnels. Pourquoi, pourquoi tu as aimé ce livre-là, toi? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'ai trouvé qu'il était drôle parce qu'il y avait eu plein de choses, de revirements qu'on ne s'attendait pas. OK. Aussi, tu t'attends pas à la fin comme qu'elle est. Et tu ne le dirais pas. Tu ne le diras Non. pas. Ah, non. Non, c'est une fin à découvrir. Oui, c'est sûr. Merci, Anélie. On va aller voir Véronica. Véronica, toi, tu as choisi de nous parler de quel livre? Les 9 vies folles de Lilo. Oh, ça, c'est une série, ça. Il y a Ouais. plusieurs livres. C'est Ouais. l'histoire de qui, ça? Une chatte Lilo. Oui. Une chatte. Puis qu'est-ce qui lui arrive à cette chatte, Lilo? Elle veut avoir une mort extraordinaire pour être en haut du palmarès. Ah oui, parce que les chats, ça a 9 vies. Ouais. OK. Ils vont commettre des anciens à chaque mort de leur vie. Ouais. Donc, chaque tome, c'est une vie de la chatte Lilo. Ouais. Puis elle meurt à la fin, c'est ça? Oui. Ah Puis oui. souvent, ces morts sont ridicules. Ah. Puis il y en a combien des tomes qui sont sortis déjà de cette série-là? 4. 4 tomes. Ça veut dire qu'on peut s'attendre qu'il y en aura encore d'autres. Oui. Qu'on se rende à 9. Il va en avoir 10, mais on ne sait pas c'est quoi le 10e. Oh, qu'on a hâte. Qui a écrit ça, donc? Les vies de Lilo. Machina, je pense. Oui, c'est Makina. Et, attends, je vais te le dire. Makina. T'as bien raison. Et illustré par Rig. Oui, d'accord. Les auditeurs, ils sont habitués, on met toujours toutes les coordonnées des livres sur le site de l'émission. Ça fait du bruit, hein, les pages qu'on tourne. Oui. Tu nous fais ça dans la vie. C'est parfait, ça. Alors, on a maintenant fait un échange et Léonard est venu nous rejoindre dans le studio. On est très content de te recevoir. Léonard, on t'avait dit bonjour, mais Oui. au travers de la vitre. Léonard, toi aussi, tu as choisi de nous parler d'un livre, tu l'as apporté. Qu'est-ce que c'est le livre dont tu veux nous parler? La grande fabrique de mots. Oui. Qui a écrit ça, La grande fabrique de mots? Je peux pas savoir. Ah, mais moi, je le sais, je vais te le dire, c'est Agnès de l'Estrade. Puis celle qui a fait les illustrations, c'est Valeria Docampo. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? C'est qui a un son. Ouais. C'est de Il essaye de... trouver d'attraper des mots pour. Pourquoi il essaye d'attraper des mots, le petit garçon? Parce qu'il y a une fille qui aime. Il est Il veut essayer de amoureux. l'impressionner. Il veut essayer d'impressionner la petite fille. Elle est tellement belle, la petite fille, dans ce livre-là. Est-ce qu'il réussit? Oui. Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose qui l'empêche? C'est quoi donc? Un autre garçon. Ouais, puis lui, il est pas fin, hein? Lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial, cet autre garçon? Il a de l'argent pour acheter des mots. Ah, c'est ça. Lui, il est plein riche, hein? Il a plein d'argent pour acheter plein de mots. Ah oui, mais malgré ça, la petite fille est quand même attirée par le premier petit garçon qui était moins riche, hein?
Oui, hein? Tu tournes des pages. Tu es en train d'essayer de trouver un moment que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là que tu aimes beaucoup? C'est lui. J'aime pas mal tout ce qui se passe dans le livre. Ouais, ben moi aussi, je suis comme toi. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là de la grande fabrique de mots de Valeria Docampo. Merci, Léonard. T'es pas mal fin de nous avoir proposé ce livre-là, qui est un livre très, très précieux sur l'amour, mais sur l'amitié aussi. Ouais. Caroline, vous nous l'avez dit, hein, vous n'avez pas toujours aimé ça, la lecture, hein? Non? Fait que vous vous organisez dans votre classe pour mettre la littérature jeunesse au centre de tout ce que vous faites en classe. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes dans votre classe que vous fassiez ça? En fait, ça permet aussi de non seulement de découvrir la lecture, de l'aimer, mais ça permet parfois, on le sait, souvent avec les enfants autistes, on a besoin de prendre une distance sociale pour comprendre ce qui se passe. Oui. Ben, avec la littérature, on est capable d'aller chercher cette distance-là Ah oui. pour émettre une situation, pour ensuite la rattacher à ce que les enfants vivent eux-mêmes. OK. Donc, on vient créer cette distance. Les enfants se font une idée. Ensuite, on peut ramener à leur propre vécu. C'est intéressant, ça, de le voir comme ça. Vous aussi, vous avez apporté des livres. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous demander de faire un choix. Dans ça. C'est trop difficile, ça fait mal. En fait, les livres que j'ai apportés, la plupart portent sur le temps qu'on prend pour faire les choses, pour créer des relations. Ouais. Je trouve que c'est important. Ça reflète beaucoup aussi mon vécu au quotidien. Parce que si je prends pas le temps d'établir les choses avec mes élèves, Ouais. ben on n'arrive à rien. Puis on a beaucoup, beaucoup aimé en groupe. C'était un choix de groupe, là. Gibi, c'est sûr, avec lequel on travaille, puis on a fait plein de projets, mais aussi Le train de 3 heures et Le presque chien, Ouais. qui sont 2 livres qui ont particulièrement touché les élèves Ouais. cette année. Le train de 3 heures pour toutes ces pistes que l'auteur donne aux enfants pour écrire. Le presque chien pour tous les liens puis les inférences que les enfants ont été capables de faire. Ils ont vraiment accroché. Super. Donc, C'est vraiment... Et il y en a beaucoup, et je vais mettre tous les titres que vous nous avez suggérés qui mettent en lien les relations, effectivement. Je voudrais vous dire merci. Merci à tout le monde. Merci Véronica, qui est retournée en régie maintenant, qui est avec Mathieu. Merci Anneli. Bonjour. Bonjour Véronica. Merci Anneli. Et merci Léonard. Merci d'avoir fait tout le chemin entre Sherbrooke et Montréal pour prendre le temps de parler de vos livres avec nous aujourd'hui. Merci Caroline Tanguay de repousser les cadres, même en adaptation scolaire, de proposer à vos grandes une classe où les livres sont mis à l'honneur, où le choix est immense, où la littérature prend une place de choix. merci de nous avoir accueillis, Marie. C'est un grand, grand plaisir. Au revoir. Bye. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Je voudrais ajouter une petite chose que Léonard a oublié de dire quand il était en studio. Il voulait ajouter pour la grande fabrique de mots que ce qui est le plus important, c'est pas la richesse des mots, c'est la sincérité avec lesquels ils sont dits. Et il trouvait que c'est ça qui était le plus important dans le livre. La chronique des livres qu'on écoute. On retrouve avec plaisir Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ en studio. Bonjour Ariane. Bonjour Marie. Ariane, c'est la 3e, la dernière chronique des livres qu'on écoute de la saison. Les suggestions que vous nous faites, vous et votre collègue Geneviève Mangerel, sont toujours très, très appréciées. Aujourd'hui, vous nous présentez des livres en format audio, évidemment, sur le thème des monstres et des créatures bizarres. On écoute ça. Et oui, et on va commencer en grand avec Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures de Frédéric Wolff, qui est raconté par Marc Labrèche et avec une musique de Claude Pelgag. Une pure joie. Effectivement. Puis, donc,
c'est assez simple. Comment les dinosaures ont-ils pu disparaître de la Terre? Donc, on va découvrir 11 théories aussi surprenantes qu'insolites pour expliquer la mystérieuse disparition de ces créatures. Ces théories, pour en nommer quelques-unes, sont un tour de magie qui tourne mal ou encore l'utilisation d'un GPS qui pousse les dinosaures vers un précipice. C'est loufoque, drôle et rempli de trouvailles pour nous faire rire. Ce titre s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, puis on écoute dès maintenant un court extrait. Le tour de magie! Tout le monde aime la magie. Alors, les dinosaures l'aimaient sûrement aussi. Eh bien, imaginons qu'un jour, il y a eu un dinosaure qui s'est mis à faire des tours spectaculaires sans avoir pris le temps de bien les répéter. Dispararitam! Bravo, on n'est plus là! Wow, c'est complètement saugrenu, mais c'est hilarant. Puis on va continuer avec Ne regardez pas le Pétrifix d'Anne Didier et Olivier Muller, qu'on retrouve sur la plateforme prêtnumérique.ca. C'est deux enfants, Émile et Margot, qui partent à chercher des monstres de la forêt pour les aider avec leur corvée de jardinage dans le parc du château quand le jardinier s'endort. Sauf, à leur retour, ils découvrent que le jardinier et les gars sont transformés en statues de pierre. Donc, quel monstre a bien pu faire ça? Ils sont aidés de deux autres créatures. C'est une aventure qui nous tient vraiment en haleine pour trouver qu'est-ce qui se passe. Donc, on écoute un extrait maintenant. En un instant, le monstre est changé en une drôle de statue complètement inoffensive. « On a eu chaud !» souffle Émile. Les enfants, encore tout tremblants, sortent dans le couloir. Les habitants du château recommencent à s'animer. Émile et Margot sont soulagés d'entendre leur père s'exclamer « Comme c'est bizarre, mon café est glacé !» Ils sourient même au grognement de leur gouvernante qui gémit « Aïe, j'ai une crampe dans le bras !» Les pouvoirs du monstre ont été annulés et, au château, personne ne se souvient de ce qui est arrivé. Margot se tourne vers la statue du Pétrifix et dit à Émile « Il faudrait trouver une idée pour le faire disparaître. » Oh, c'est mystérieux. Très mystérieux. On enchaîne avec Monstre de Jennifer Quell, lu par Françoise Dieppe. Malika découvre la disparition de 7 peluches. Elle est très triste et ne pardonne pas à sa mère de lui en avoir enlevé. Chaque jour, elle prend la présence de ses 103 autres peluches restantes. Et lorsque le quotidien semble reprendre son chemin, arrive une petite boule bleue avec 2 bouches qui se nomment Monstre et qui a été envoyée par les fées pour la consoler d'avoir perdu ses peluches. C'est une histoire saugrenue sur l'amitié puis la responsabilisation. Donc, on peut écouter dès maintenant un petit extrait pour découvrir l'univers de Monstre. Monstre! Que fais-tu là? Ce sont les fées qui m'ont envoyé. Les fées? Pourquoi? Pour te consoler d'avoir perdu tes peluches cracra. Mais pourquoi tu répètes tout comme ça? Parce que j'ai 2 bouches, comme tu vois. Oh là là, tu me donnes le tournis. Ah, c'est magique, hein, ici? Oui. C'est intéressant, on voit qu'il y a 2 bouches, donc c'est pour ça qu'il y a la répétition. C'est drôle. Et donc, la suite? C'est Gruffalo de Julia Donaldson, qui a été publié originalement chez Gallimard Jeunesse Audio, avec une narration de Raphaéline Goupilot. Oui. Une petite souris se promène dans la grande forêt. Sur son chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a un rendez-vous avec un gruffalo. Mais c'est quoi un gruffalo? C'est vraiment mystérieux. Pour en savoir plus, on vous invite à écouter l'histoire, puis nous, on va vous présenter un petit extrait. Un court extrait, mais un bon extrait. Voici un autre petit air. Mais qui se cache derrière cet air de musique? C'est la petite souris. Un musicien a joué l'air de la petite souris sur un piano.
Un petit dernier maintenant. Mais qui se cache derrière cet air de musique? C'est le Gruffalo, bien sûr. Grâce à ce jeu, tu as pu découvrir que la musique accompagne souvent les histoires. Un classique. Et donc, on enchaîne avec... Il nous en reste 2 extraits à écouter. Très rapidement. Puis là, j'ai fait une sélection de livres qui viennent particulièrement du Service québécois du livre adapté. Donc, c'est des livres en format audio avec un format DAISY. C'est une collection pour les personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle. Fait que ces 2 titres-là viennent spécifiquement de cette collection-là, qui avait été faite par Vue et Voix, par exemple. On va avoir Le Gros Monstre qui aimait trop lire de Lily Chartrand, qui avait remporté le prix littéraire du gouverneur en 2006. Puis on embarque dans l'univers magique de la découverte des livres avec un gros monstre. Fait qu'on peut écouter un extrait maintenant. Mais depuis que le gros monstre lisait, il ne faisait plus que ça. Caché derrière son vieux chêne, il ne prenait plus la peine de hurler quand il voyait un humain franchir l'orée de la forêt. Il était trop occupé à lire son livre. Il le relisait encore et encore. Voilà, et nous, le dernier sur les monstres. Puis on termine avec une sélection pour ceux qui avaient écouté et adoré « J'élève mon monstre » d'Élise Gravel. C'est dans la même veine, de la même autrice. On vous présente Olga et le machin qui pue pour son humour et son imagination débridée et tous les sons qui en viennent avec. Donc, un extrait. J'ai utilisé le mot « dormir », mais ce n'est pas tout à fait exact car bof. 1. Ronfle. 2. Parle dans son sommeil. Blop, 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 blop. 3. Sent si mauvais que toute ma chambre pue. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. C'est intéressant d'avoir accès au monde d'Élise Gravel de cette façon-là. C'est bien. Merci, Ariane. Donc, on rappelle que sur le site de l'émission, on va trouver tous les liens pour les titres mentionnés, autant pour les copies papier des ouvrages que pour les versions audio. Au plaisir d'une prochaine collaboration avec vous ou avec votre collègue Geneviève Mangerel. Merci, Ariane Chalfou. Merci. On sera de retour après cette courte pause. En seconde partie d'émission, je reçois l'autrice, essayiste et chroniqueuse Catherine Voyer-Léger. On retrouve Marie Barguirgian et Mathilde Routy de On a tous besoin d'histoire. Il y a plusieurs semaines déjà qu'on ne les a pas entendues. Leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire nous manquait. Aujourd'hui, elle parle de l'album Je ne suis pas ta maman de Marianne Dubuc. Et pour terminer, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. On est de retour. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois avec plaisir Catherine Voyer-Léger, autrice, essayiste, chroniqueuse, entre autres. Bonjour Catherine, bienvenue à Images et mots à voix haute. Bonjour Marie, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Catherine, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes travailleuse culturelle depuis une vingtaine d'années. Vous avez œuvré en collaboration avec plusieurs artistes et organismes au Québec et dans la francophonie canadienne. Comme travailleuse autonome, vous offrez vos services en soutien organisationnel, en animation, en rédaction. Comme écrivaine, vous avez publié une dizaine de livres et dirigé des collectifs. Vous avez également collaboré à plusieurs périodiques, notamment la revue Lettres québécoises. Vous avez été chroniqueuse à l'émission C'est fou avec Serge Bouchard, dont on s'ennuie beaucoup, et Jean-Philippe Plot sur ici Radio-Canada Première, et vous avez collaboré à l'émission Les Matins d'ici de la région Ottawa-Gatineau. Vous avez occupé le poste de directrice du regroupement des éditeurs canadiens-français et vous étiez directrice générale du Conseil québécois du théâtre CNQ. Actuellement, vous êtes responsable du financement public et privé à l'École nationale de théâtre du Canada
Et on peut vous lire sur un tout nouveau blog Tenir avec de la broche. Vous en avez déjà publié 2 billets là-dessus. C'est formidable. Vous avez aussi écrit 2 albums jeunesse dont on va parler tout à l'heure. La chorale des animaux et Mon arbre à musique. Vos champs d'intérêt sont larges, variés, ratissants culture, littérature, théâtre, maternité, famille, santé et j'en passe. Est-ce que vous avez le temps de faire tout ce que vous souhaitez faire, Catherine? Plus maintenant. C'est correct. C'est un apprentissage aussi de vie. J'ai été un peu hyperactive pendant de nombreuses années. Puis là, j'apprends à mieux diriger mon énergie. Mais c'est sûr que quand, vous le dites bien, plusieurs sujets qui nous intéressent, on est habité par plusieurs feux. On aura envie de faire plusieurs projets en même temps. Ouais. C'est pas toujours possible. Donc, il faut s'écouter. Faut s'écouter, oui. Baby, c'est parfait de prendre le temps de ralentir parfois. À Images et mots, à voix haute, on met en valeur la littérature jeunesse. Alors, on va donc mettre l'accent sur vos 2 albums pour les petits. En 2018, vous avez publié La chorale des animaux, édité par Mammouth Rose, illustré par Ninon Pelletier. Ça s'adresse principalement aux enfants de maternelle et aux 5-6 ans. C'est un livre qui fait partie de la petite collection qui propose des histoires pour apprendre à lire et c'est accompagné d'un guide d'accompagnement pour les parents rédigé par Julie Provencher, qui, elle, est connue pour son travail de rédactrice en chef à La Clé sur Télé-Québec. D'où ça vient, ça, dans votre parcours, l'écriture et la réalisation de ce livre-là? Ben ça, c'était vraiment une invitation. C'est arrivé à un drôle de moment. Moi, j'avais jamais écrit pour les enfants. Puis au moment où on m'a approché pour écrire La chorale des animaux, je venais d'apprendre que j'allais adopter une petite fille, en fait. Quelques mois avant ça, j'avais participé à un atelier littéraire où ce qui était sorti dans le cadre des exercices, c'était beaucoup de l'univers enfantin, en fait. Pourtant, c'était pas la commande des exercices, mais il faut croire que l'adoption étant imminente, tout ça m'habitait. Et donc, quand on m'a approché, mais j'ai dit, hey, c'est drôle parce que là, il y a comme un alignement. On dirait que j'aurais envie d'explorer ça pour la première fois. Donc, la chorale des animaux est née un peu comme ça, là, au croisement de cette expérience de vie puis de cette expérience littéraire. Ben c'est bien. Et en 2023, vous avez publié chez Station T l'album Mon arbre à musique, qui est illustré par Catherine Petit. Le thème de la musique est encore présent ici. Pourquoi ce lien musical entre les 2 albums? Est-ce qu'il y en a un, d'abord? C'est très drôle parce que j'avais jamais réalisé avant que vous me souleviez la question. Ah oui? Ben, il n'y a pas a priori de lien entre les 2 impulsions. Dans la chorale des animaux, le point de départ, même si le livre ne raconte pas ça, mais le point de départ pour moi, c'était que quand moi j'étais enfant, j'ai pas pu joindre la chorale parce qu'en fait, c'était la chorale de la paroisse. Puis comme j'étais pas baptisée, j'avais pas accès à cette activité-là. Et c'est quelque chose qui a quand même été marquant dans ma vie, puis qui aujourd'hui nous apparaît évidemment d'une absurdité sans nom, parce que tu te dis, on va empêcher une enfant de chanter parce qu'elle n'est pas catholique. Ben non, c'est ridicule. Donc, c'est pas ça que raconte le livre, mais l'idée d'une petite fille qui veut faire partie de la chorale, qui n'arrive pas à y entrer parce qu'elle se sent différente, en fait, est venue beaucoup de cette expérience qui est la mienne. Tandis que la musique dans Mon arbre à musique vient vraiment du fait que la musique est quelque chose d'extrêmement important pour ma petite fille à moi depuis toujours. Donc, c'est un enfant qui a un sens musical très profond. Et donc, c'était un peu une des métaphores filées. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de lien entre les 2, mais il faut croire que la musique est très importante dans nos vies à toutes les 2. Gabi, dans La chorale des animaux, c'est plus moi, tandis que la petite fille, dans Mon arbre à musique, c'est clairement ma fille, disons. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous le dites, ce dernier album, vous l'avez écrit pour votre petite fille. Oui. Ça, il est paru en 2023, mais en fait, je l'ai écrit en 2018, ce texte-là. Donc, ma fille venait tout juste d'arriver chez moi. Et l'impulsion de l'écriture de ce texte-là, c'est que quand elle était toute petite, ma fille avait une grande attirance pour les livres qui parlent de l'amour parental, qui sont souvent un peu tous sur le même modèle, là, c'est-à-dire que tu as des images de parents avec leur enfant, puis le principe, c'est « je t'aimerai toujours ». Oh, oui, oui. Et la première image de ces livres-là, c'est toujours le bébé naissant dans les bras de ses parents. Et je me disais, comment je vais faire pour lui dire
que nous, notre histoire, elle commence pas par cette scène-là. C'est une autre histoire qui commence autrement. Et donc est née cette histoire-là, qui s'appelait d'ailleurs au départ Tu es un arbre magique et non pas ma musique. Et ça a été assez long le processus d'édition, donc c'est pour ça qu'il est apparu en 2023. Ouais. Vous y parlez d'arbres généalogiques dans cet album-là, de famille, de racines, de manière vraiment délicate, non traditionnelle et tout à fait appropriée. Je voudrais lire un passage de votre album. Je m'en vais sur la page avec la question de la petite fille. Est-ce que ça veut dire que dans mon jardin, j'ai plusieurs arbres généalogiques? Et la réponse, c'est les arbres généalogiques poussent d'abord dans un cahier. Ils dessinent nos familles et on peut leur donner autant de branches qu'on le veut. Ta famille est vaste, tes paysages infinis. On croit parfois que les racines n'ont pas le choix d'appartenir à une seule terre, mais les racines croissent aussi et tu as le droit d'aller te nourrir partout où tu en as envie. C'est magnifique. Dans une entrevue que vous avez donnée à Yannick Marcoux en avril dernier, dans Le Devoir, vous racontiez que l'un des déclencheurs du livre, c'est le moment où en maternelle, on demande aux petits de créer leur arbre généalogique. C'est une pratique qui est très répandue, une activité que les enseignants, les enseignantes répètent parce qu'ils veulent bien faire, sans doute. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces enseignants? Bien, je comprends qu'on veuille faire cet exercice-là. Moi, ce qui me choque plus, c'est que pour faire l'exercice, on nous remet un arbre classique dans lequel à peu près aucune famille que moi je connais peut s'inscrire. Donc, il n'y a pas de place pour une famille recomposée, il n'y a pas de place pour une famille homoparentale, il n'y a pas de place pour une famille solo-parentale. Alors, il y a encore moins de place pour l'arbre compliqué de ma fille qui est encore en contact avec sa famille biologique, qui est en contact avec ma famille. Moi-même, je viens d'une famille recomposée, donc qui sont ses grands-parents? C'est pas une question si simple. Son oncle est mon demi-frère, c'est pas mon frère. Donc, tout ça fait que là, tout d'un coup, on se retrouve devant un arbre avec 6 photos, là. Ouais. Puis on peut pas répondre à ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à une amie illustratrice, puis je lui ai dit, je l'ai dans ma tête, son arbre à ma fille, est-ce que tu me le dessinerais? Et donc, ma fille est arrivée en classe avec un autre dessin, qui est 4 arbres, en fait, un à côté de l'autre, dans lesquels il y a à la fois sa famille biologique et ma famille à moi, qui est sa famille adoptive, mais une famille plus compliquée. Puis elle est là, au milieu de tout ça. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de dire dans le livre. Fait que moi, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce serait bien que d'emblée, en remettant la feuille, admettons, il y ait une petite discussion sur les modèles familiaux. Maintenant, là, des livres sur cette question-là, il y en a tout plein. C'est pas ça qui manque, là, pour juste que c'est parce que c'est toujours pareil, hein, si jeune, très rapidement, les enfants sentent quand ils ne sont pas normaux. Et pour eux, c'est très confrontant. Donc, oui, j'ajoute que vous avez mis des guillemets au mot normaux. Oui, hein? j'ai dit à la radio, c'est pas très radiophonique. Oui, mais quand même, c'est super important. C'est ça. Fait que pour moi, c'est juste ça. Je veux juste que ces discussions-là aient lieu. Oui, puis c'est tout à fait pertinent. Y compris à l'école. Oui. L'album prend la forme de questions de la petite fille et des réponses de la maman. Est-ce que ce sont des questions que votre fille vous a posées pour vrai? Est-ce qu'elle a lu cet album, votre petite, ou est-ce que vous lui avez lu? Là, je vous pose 3 questions back-à-back. Ben non, donc au moment où je l'ai écrit, elle les avait pas encore posées puisqu'elle était trop jeune. Ouais. Donc, je les ai inventées. Puis, finalement, les enfants ont parfois des questions. C'est-à-dire, ma fille est beaucoup plus préoccupée par le fait d'être élevée seule par une mère que par son adoption. En fait. Okay. L'absence de père la préoccupe beaucoup plus. Donc, j'ai eu beaucoup plus de questions là-dessus que sur l'adoption, bien que j'en ai eu aussi. Mais ce sont des questions génériques, c'est-à-dire tout parent adoptif passe par ce type de questions, doit avoir tôt ou tard ce type de conversation avec son enfant. Fait que c'était aussi un outil pour les autres parents. Oui, ma fille a lu le livre. Il a été lu en classe aussi à 2 reprises à sa sortie l'année dernière. Cette année, sa prof l'a relu. Au début, pour elle, c'était une source un peu de gêne parce qu'évidemment, même si c'est très drôle parce que Catherine Petit, qui est l'illustratrice, n'avait jamais vu ma fille. Pourtant, elle lui ressemble beaucoup. Donc, pour ses amis, il n'y a aucun doute là, que c'est bien d'elle dont on parle. Fait que ça peut être un peu une source de gêne, mais maintenant,
elle en tire plutôt une grande fierté. Elle est très fière que ce livre existe, que notre histoire soit là présentée. Puis ça reste que c'est une lettre d'amour, ce livre-là. Ouais. Donc, je pense que quand on le lit, ça lui rappelle que mon amour est infini. Est infini, tout à fait, puis ça paraît. Vous en avez parlé, c'est Catherine Petit qui illustre Mon arbre à musique, et vous avez vécu des moments touchants, très, très intenses avec elle dans le processus de création. Qu'est-ce qui vous a marqué de cette rencontre artistique? Ben, c'est une illustratrice exceptionnelle. Ça m'a marqué. Donc, la première rencontre qu'on a eue, c'était sur Zoom. Et elle me dit, je vais te montrer, j'ai fait des premières esquisses pour la petite fille. Et elle monte, et là, je ne savais pas quoi dire. Parce que c'était tellement ma fille. Puis, à cette époque-là, il n'y avait aucune photo qui circulait de ma fille parce qu'elle n'était toujours pas adoptée. Puis, quand on est famille d'accueil, on n'a pas le droit de faire circuler de photos. Donc, c'était impossible qu'elle l'ait déjà vue. Ouais. Donc, c'était très troublant. Elle avait pressenti ça, hein? Oui. Puis, il y a eu plein de moments comme ça. Effectivement, encore aujourd'hui, j'ai acheté une des illustrations originales qui est maintenant affichée dans la chambre de ma fille. Donc, on pense à Catherine très souvent, elle et moi. Puis, pour moi, ça va toujours rester la personne qui a en fait mis des images sur cette histoire qui est si chère à mon cœur. Votre réalité, c'est ça. L'adoption. Oui. Dans cet album, vous proposez des figures, des modèles différents dans de la fiction, des familles diverses, des modèles de parents, une maman dont le corps est plus rond. Pourquoi c'est important pour vous, cette représentation littéraire de ce lien entre la réalité et la fiction? Moi, c'était beaucoup plus important pour mes éditrices que pour moi. Moi, je suis une fille sage, hein? Fait que moi, je fais ce qu'on me demande dans la vie. Puis moi, ma force, c'est d'écrire. Fait que je me mêle pas des illustrations. Puis quand les images sont arrivées de cette maman ronde, plus que ronde, grosse, disons-le, j'ai été très troublée parce que j'ai réalisé que j'avais presque jamais vu ça dans un livre pour enfants. C'est assez peu moi courant. qui en ai à ma fille depuis toujours. Puis ça m'a énormément touchée et j'ai compris comment c'était important. Jamais j'aurais osé le demander, mais je suis très contente que les éditrices l'aient demandé parce que je suis pas toute seule, là. Non, effectivement. Mon genre de corps. Nous sommes et là, plusieurs. tout d'un coup, il y a une maman qui me ressemble, donc ça fait du bien. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture pour la jeunesse qui mijotent, Catherine? Oui, j'ai un texte qui est fini à 4 mains, un texte en collaboration avec mon amie d'enfance qui est une musicienne qui porte encore sur la musique. Tiens. Faut croire que ça m'habite plus que je pense. Donc, je sais pas, c'est parfois long en jeunesse, mais le texte est prêt. Puis j'ai aussi un autre projet, mais qui va demander plus de recherche, mais qui mijote, qui est là. C'est bien. Alors, c'est parfait ça. On attend ça avec plaisir. Si on vous en donnait le pouvoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, c'est vrai aussi du monde de la littérature adulte. Oui, mais tout à fait. Moi, ce qui me fait un peu de peine, je trouve toujours qu'il y a peu de classe moyenne en littérature au Québec. C'est-à-dire qu'on a des livres extrêmement populaires, que tout le monde a, que tout le monde achète, qui sont souvent de très grande qualité, je leur enlève rien. Et d'autres livres qui beaucoup de vivent place derrière. Oui, c'est ça. Puis, moi, je dis toujours aux gens, là, entre autres, quand vous allez en salon du livre, là, engagez-vous à acheter un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler. Oui, ça serait Allez une pas bonne idée. juste chercher ce que vous connaissez, tu sais, allez faire une découverte. Oui. Parce que c'est là puis les bibliothèques sont là pour ça aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Moi, là, tout des à fois, fait. à la bibliothèque, je fais juste prendre un livre, je sais pas c'est quoi. On verra rendu à la maison. Oui. C'est pas grave. On découvre. Osez. Oui, c'est une ça. bonne idée. Je dirais ça. Ça serait ça mon changement rêvé. Et en terminant, Catherine, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse en terminant. Est-ce que vous avez une petite suggestion rapide pour nous? Oui, donc, texte de Lucie Papineau, des illustrations de Lucie Crovato. Il y a 2 livres. Là, je vous parle du tout premier qui s'appelle L'escapade de Paolo. Oui. Il y en a un ensuite sur un colibri. C'est des livres sur la nature d'ici. Les illustrations sont magnifiques. On apprend beaucoup de choses. Le deuxième est plus il parle plus des insectes. Le premier, plus des oiseaux. Mais dans les 2 cas, c'est vraiment branché sur la nature du Québec. On apprend des mots, on apprend à observer. Et c'est d'une poésie infinie. Ah, merci Catherine Voyer-Léger. Merci pour votre sensibilité, notamment pour ce livre lumineux, Mon arbre à musique, qui est un récit de filiation qui propose autre chose que le modèle traditionnel et surtout pour la tendresse et l'amour qui s'en dégage. Au plaisir. Merci beaucoup, Marie. Plaisir.
Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir l'album Je ne suis pas ta maman de Marianne Dubuc, qu'on a reçu d'ailleurs il y a quelques semaines en duo avec son partenaire Mathieu Lavoie. Tendresse, amitié, famille, des thèmes chers à Marianne Dubuc sont abordés dans ce très bel album. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Bonjour Mathilde. Alors, partage et réconfort dans cet album de la talentueuse Marianne Dubuc, Je ne suis pas ta maman, aux éditions Album. C'est devenu un de mes classiques, je dois dire. C'est une histoire qui se déroule dans un arbre, immense et généreux, peint délicatement à l'aquarelle et à la plume. Dans cet arbre vit Otto, un petit écureuil. Tout semble si paisible au cœur du feuillage. Mais voilà qu'un matin, Otto découvre... Une drôle de boule verte avec des piquants. Oh, ça ne le trouble pas plus que ça, mais la boule est encore là quand il rentre de ses courses. Un bruit étrange attire Otto, qui est bien obligé de s'intéresser un peu à cette boule en train de s'ouvrir. Apparaît alors un être minuscule, tout rond et poilu, avec un drôle de petit nez. Maman! C'est le petit être. Ah non, non, je ne suis pas ta maman. Répond Otto qui referme sa porte. J'allais dire qu'il referme son cœur, car cette histoire va évoluer peu à peu en une très belle histoire d'amitié. Passant par l'effet de surprise, la peur de l'inconnu, la méfiance, Otto finira par se faire à l'idée d'apprivoiser cette chose qui perturbe pourtant sa tranquillité. C'est un livre très illustré que livre ici Marianne Dubuc, avec peu de phrases par page, presque un roman graphique pour tout petit. Oui, elle nous mène de branche en branche dans un scénario très bien rythmé, fait monter l'histoire à son paroxysme, car peu à peu, nous ne l'avons pas encore dit, la petite chose poilue découverte par Otto et qu'il appelle Piou, grossit, jusqu'à ne plus tenir dans la petite cabane de l'écureuil. Oui, et ça devient un peu le bazar chez Otto, qui n'apprécie pas du tout. C'est pourquoi il se donne à fond pour retrouver la maman de Piou, pensant se débarrasser de l'intrus. D'ailleurs, Otto devient tellement obsédé par l'idée de retrouver cette maman que tout à ses pensées, il ne voit pas la chouette qui arrive pour le dévorer. Mais sauvé de justesse par Piou, Otto finira par l'accepter comme compagnon et trouver bien agréable sa compagnie. Et comment se remettre d'une telle émotion? En mangeant, bien sûr, des noisettes, mais aussi des soupes délicieuses que prépare Piou. Peut-être une façon à lui de se faire aimer par Otto. On est assurément dans un album riche qui contient des thèmes importants de la littérature. L'amitié versus la solitude, l'identité, le partage autour des repas. Si l'on pense aux contes, à la soupe aux cailloux, à geler le renard, combien d'albums parlent de dévoration? Et aussi apprivoiser l'autre, si différent. C'est chouette que Marianne Dubuc ait dessiné cette petite boule de poil qui ne ressemble à personne. Il y a là une métaphore sur l'inclusion, c'est certain. Accepter l'étrange étranger, celui ou celle dont on ignore l'origine. Et peut-être et surtout, accepter aussi que la vie nous apporte de si belles surprises. Rappelons le titre de cet album ravissant de Marianne Dubuc aux éditions Album. Je ne suis pas ta maman. À bientôt. Sur le site de l'émission, vous retrouvez tous les liens donc vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire. Les actus littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 31 mars, à Marie raconte, je lis L'affreuse bête de Mont la Terreur d'Alexandra Garibal et Julie Colombet des éditions Kaléidoscope. Pour Pâques et pour après, une histoire de lapin. Un lapin facteur qui prend son travail très au sérieux et qui ne recule devant rien pour livrer le courrier, même s'il lui faut traverser une forêt, un champ de ronces, une rivière bouillonnante et un sentier escarpé avant d'arriver au château de Mont-la-Terreur où habite, dit-on, une bête affreuse. On en écoute un extrait. Lapin, il faut être très prudent pour s'y aventurer. L'ancien facteur déposait
toujours le courrier devant la porte pour ne pas croiser son destinataire. On raconte que c'est une bête mystérieuse, une voleuse qui ne sort que la nuit. Facteur Lapin reprend la lettre et remercie poliment Roger. Du 4 au 7 avril aura lieu le 39e Salon du livre d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. C'est à la Cité des Jeunes A.M. Sormani, au 300 rue Martin, à Edmundston. Depuis le 28 février et jusqu'au 5 mai, se tient l'exposition Cara, Carmina et moi à la Maison de la Culture d'Anjou, au 7500 avenue Goncourt. Cette exposition a déjà fait le tour de plusieurs maisons de la culture de Montréal. L'auteure et illustratrice Norma Andreu, qui est Cara Carmina, présente une exposition destinée aux plus petits, aux plus petites, où elle nous invite dans l'univers fantaisiste des lapins. Une expérience créative pour les plus jeunes, à travers laquelle ils peuvent lire, dessiner et écrire dans une série d'activités interactives ludiques qui leur font se découvrir eux-mêmes et leur fait réaliser leur unicité. Coup de chapeau à 3 lauréats québécois des prix Libraire Jeunesse 2024 dans les catégories 11 ans et moins. D'abord Orbi pour sa bande dessinée Le tiroir des bas tout seul, publiée aux 400 coups. Véronique Lambert et Elena Comte pour Dans les souliers d'Amédée, publié chez Fonfon dans la catégorie 0-5 ans, et Caroline Mérola pour Mina et sa bête, publié à la courte échelle dans la catégorie 6-11 ans. Soulignons également que le très bel album Kissou d'Angèle Delaunoy, illustré par Jean-Claude Alphen et publié chez Deux, fait partie des 20 recommandations du jury 2024 Hans Christian Andersen. Les 20 livres recommandés seront traduits partout dans le monde et disponibles pour tous les enfants. Parmi les 10 illustrateurs finalistes pour le prix Elisabeth Mrazek Clever 2023 de IBI Canada figure le très bel album illustré Le village dans la mer de Félix Girard, publié aux éditions de Lisatis. Le livre lauréat sera annoncé le 30 mars. On croise les doigts. Félicitations aux finalistes du 2e prix intercollégial de littérature jeunesse. Je vous les nomme, il y en a 5. Le dessin trop mignon de Roxane Brouillard est illustré par Catou, chez Fonfon. Gervais et Conrad d'Iris Boudreau, des éditions Les 400 coups. Je voudrais te dire, de Jean-François Sénéchal, est illustré par Chiaki Okada, chez Comme des Géants. J'aime pas ta robe de Daniel Chaperon et illustré par Samuel Quentin chez Monsieur Ed et Blanche comme un drap de Chloé Varin, illustré par Rémi Allen chez Fonfon. L'œuvre gagnante sera annoncée en mai au Cégep de Granby. Et les finalistes du prix Espiègle ont été annoncés. C'est samedi le 13 avril à 16h sur la scène jeunesse du Salon international du livre de Québec qu'aura lieu la remise du prix Espiègle 2024. Dans la catégorie des bibliothèques scolaires du primaire, donc les 5 à 11 ans, on retrouve Blanche comme un drap de Chloé Varin, Rémi Allen des éditions Fonfon, J'attends à la fenêtre d'Yvan Demuy et Jean Morin chez Soulière Éditeur, Je t'écris de mon lit de Maude Neveu-Villeneuve et Agathe Bray-Bourret des éditions Les 400 coups, Le pouvoir des sous-noirs de Sarah Dignard, illustration d'Agathe Bray-Bourret des éditions de La Bagnole, La souffleuse de Larry Tremblay et Enzo des éditions 2 et Voivode, le trash metal expliqué aux enfants, texte et illustration de P.I.R. ou Pizier, je sais pas comment prononcer ça, P-I-S-H-I-E-R, des éditions de La Bagnole. Les finalistes dans la catégorie des bibliothèques scolaires du secondaire, 12 à 17 ans, sont indiqués sur le site de l'émission. J'aimerais mentionner quelques nouveautés parues aux 400 coups. Lougin rêve des tournesols de Lina Al-Haltloul, Uma Mishra Newberry et Rebecca Green. Cette histoire émouvante et poétique s'inspire de la vie réelle de Lougin Al-Haltloul,
candidate du prix Nobel de la paix, qui a milité avec succès pour changer les lois en Arabie saoudite, interdisant aux femmes de conduire des voitures. Il y a aussi Dans la nuit, tu te dévoiles d'Isabelle Jameson et Sylvain Cabot. À travers son amour pour les étoiles, un jeune garçon trans explique son cheminement intérieur et comment il a réussi à se dévoiler et à recommencer à briller. Il y a aussi Chez les Terriens, on termine avec ça, du duo Belle Brute, des auteurs-illustrateurs Marianne Chevalier et Vig, alias Vincent Gagnon. Une famille d'extraterrestres vient séjourner sur la Terre et y découvre la beauté de la nature. C'est un tout carton amusant, poétique et ludique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Caroline Tanguay, Véronica Lagoda, Annélie Paquette et Léonard Crevaux de l'École du Soleil Levant à Sherbrooke, Ariane Chalifou de BANQ, l'autrice Catherine Voyer-Léger, Marie Barguirgian et Mathilde Routy, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.